J'ai conduit plus de 2 heures pour atteindre ma maison du lac, le seul endroit qui me semblait encore paisible depuis le décès de mon mari. Mais au moment où j'ai posé le pied sur la terrasse, je me suis figée. Mon fils, Étienne, était affalé dans mon fauteuil, sa femme et ses beaux-parents à ses côtés, sirotant du vin comme si les lieux leur appartenaient. Il m'a regardé droit dans les yeux et a dit « Tu n'es plus autorisé à venir ici. C'est leur maison maintenant. » J'ai souri, mais dans ma tête, j'avais déjà décidé qu'il n'oublierait jamais cette journée. C'était un sourire lent. Le genre de sourire que les gens prennent pour de la soumission. Mes doigts se sont resserrés sur la poignée de mon sac de week-end jusqu'à ce que je sente les veines de mon poignet saillir contre ma peau. La lumière de fin d'après-midi dorait la surface de l'eau, cette même eau au bord de laquelle Charles et moi nous asseyions, comptant les ondulations jusqu'au coucher du soleil. Mais ce souvenir s'est dissous sous le poids de ce que je voyais. Étienne était penché en arrière, une cheville posée sur son genou, un geste si désinvolte qu'il en paraissait presque mis en scène. Mélanie était assise près de lui, ses cheveux parfaitement coiffés, tenant son verre de vin comme un accessoire de mode. Ses parents, Gérard, avec ses cheveux argentés impeccablement peignés, et Patricia, avec ce demi-sourire poli mais supérieur, semblaient parfaitement à leur aise. Trop à leur aise. Gérard m'a gratifié du genre de hochement de tête que l'on réserve à un artisan engagé pour l'après-midi. « Pardon. » Ma voix était calme, presque neutre. C'est ainsi que je sonne toujours lorsque je dois décider quelle facette de moi-même montrer. Celle qui négocie ou celle qui démantèle. « Tu m'as entendu, maman », a dit Étienne, sans la moindre trace d'hésitation. « Nous sommes ici pour le week-end. Et par nous, j'entends aussi les parents de Mélanie. Ils vont commencer à s'installer. C'est à eux maintenant. » J'ai jeté un regard par-dessus son épaule, vers le salon. Le plaid que Charles avait adoré, celui que nous avions acheté ensemble lors d'un voyage en Écosse, était négligemment jeté sur l'accoudoir du canapé, le même canapé que nous avions choisi ensemble. Il y avait une pile de sous-verres sur la table basse, ceux en cèdre que j'avais fabriqués dans mon atelier l'été avant sa mort. Le verre de Patricia était posé directement sur le bois. « Depuis quand ?» ai-je demandé lentement. « Quelque chose qui m'appartient devient-il la propriété de quelqu'un d'autre sans que je le sache ?» Mélanie a posé son verre. « Depuis que nous avons décidé que c'était plus logique ainsi. Ils ont besoin d'un endroit. Hélène, vous venez à peine ici. C'est égoïste de le laisser vide. » Vide. Ce mot flottait dans l'air. J'étais ici le mois dernier pour poncer la rampe de la terrasse. Le mois d'avant, j'avais remplacé la moustiquaire. Mais rien de tout cela ne comptait pour eux. Il ne s'agissait pas d'utilité. Il s'agissait de contrôle. Gérard a pris la parole pour la première fois, sa voix huilée d'une fausse courtoisie. « Nous sommes reconnaissants de votre générosité, Hélène. Nous en prendrons grand soin. » Je ne lui ai pas répondu. Mes yeux sont restés fixés sur Étienne. « Et tu as pensé que tu allais simplement m'annoncer ça en étant assis dans mon fauteuil ?» Les lèvres d'Étienne se sont crispées. Pas tout à fait un sourire. Mieux vaut être direct. Il n'y a pas si longtemps, un seul de mes regards aurait suffi à le faire se tortiller sur son siège, à le faire reconsidérer son ton. Mais maintenant, il ne bronchait pas. Quelque part entre sa remise de diplôme et cette terrasse, il avait décidé que c'était lui qui donnait les ordres. Je suis montée sur la terrasse. Personne n'a bougé pour me faire de la place. J'ai conduit 2 heures pour être ici, ai-je dit, ma voix toujours stable. J'aimerais entrer. Pas aujourd'hui, a répondu Étienne. Nous avons des projets pour le dîner. Tu serais dans le chemin. Dans le chemin. Je les ai regardés un par un. Patricia a croisé les jambes, ajustant son châle comme si elle s'installait pour un spectacle. Mélanie a jeté un coup d'œil à Étienne, un léger rictus flottant sur ses lèvres. Gérard s'est servi un autre verre de vin. Très bien, ai-je dit finalement, le mot ayant un goût de métal. Profitez de votre soirée. Je me suis retournée, j'ai descendu les marches et traversé l'allée de gravier jusqu'à ma voiture. Le son de leur voix, le rire d'Étienne, Patricia demandant des informations sur le millésime du vin, m'a suivi jusqu'à ce que je ferme la portière. Le moteur a démarré au premier tour, la précision allemande ronronnant sous le capot. J'ai reculé lentement, mes yeux captant un dernier aperçu d'eux sur la terrasse. Étienne ne m'a pas regardé partir. Il était déjà de retour dans la conversation, m'effaçant déjà de la scène. La route qui s'éloigne du lac clair traverse une étendue de pins qui sent toujours la pluie, même par temps sec. Charles aimait cette odeur. Nous avions l'habitude de parcourir cette route les fenêtres baissées,
ses cheveux flottant sur son visage pendant qu'il riait de quelque chose à la radio. J'ai serré le volant plus fort. Mon fils venait de me dire que je n'étais pas autorisée dans le seul endroit où je sentais encore sa présence. Et le pire n'était pas l'audace. C'était la facilité avec laquelle il l'avait fait. Aucune hésitation, aucune lueur de culpabilité. Quand j'ai atteint l'autoroute, le soleil avait disparu et l'air s'était rafraîchi. Mon téléphone a vibré sur le siège passager. Je ne l'ai pas regardé. Pas encore. Je voulais le silence. Lorsque je me suis garée dans mon allée à Lyon, l'horloge du tableau de bord indiquait 21h14. La maison était sombre, à l'exception de la lumière du porche que je laissais toujours allumée par habitude. Charles y tenait. Une maison ne devrait jamais t'accueillir dans l'obscurité, disait-il. À l'intérieur, j'ai posé mon sac dans l'entrée et suis restée là, les clés encore à la main. Le silence semblait différent ce soir, pas paisible, mais vide. Dans la cuisine, j'ai préparé du café. Pas par besoin, mais pour avoir quelque chose à faire. Je l'ai emporté dans mon bureau, me suis assise dans le fauteuil en cuir qui avait épousé ma forme au fil des ans, et j'ai fixé la photo encadrée de Charles sur l'étagère. Elle avait été prise là-bas, à la maison du lac, un soir d'été, le soleil derrière lui transformant ses cheveux en cuivre. J'ai pensé à ce qu'il aurait dit s'il avait été sur cette terrasse avec moi aujourd'hui. Charles n'élevait pas souvent la voix, mais quand il le faisait, l'air changeait. Il n'aurait pas laissé Étienne terminer sa phrase. Le téléphone a de nouveau vibré. Cette fois, je l'ai pris. Un SMS d'Étienne. Juste pour que tu saches, nous avons décidé que la maison du lac leur appartiendra de façon permanente. Ne reviens pas. Aucune explication, aucune discussion. Juste une ligne tracée dans le sable sur quelque chose qu'il ne possédait pas. Je l'ai lu 2 fois, j'ai posé le téléphone face contre table et j'ai regardé la fenêtre sombre. Depuis 3 ans, depuis la mort de Charles, j'avais été la mère accommodante, disant oui à chaque demande, signant des chèques sans poser de questions, me montrant quand on me le demandait et disparaissant quand on ne le faisait pas. Je me disais que c'était pour rester proche de mon unique enfant. Que peut-être, si je donnais assez, nous conserverions une version de la famille que Charles chérissait. Mais les familles ne prennent pas ce qui est à vous pour vous dire que vous n'êtes plus la bienvenue. Les familles n'effacent pas votre nom de la porte de votre propre maison. J'ai pris une lente gorgée de café. Quelque part sous la piqûre de l'humiliation, quelque chose de plus solide a commencé à prendre forme. Pas de la colère. Pas encore. Quelque chose de plus froid. J'avais passé ma vie dans l'architecture et la promotion immobilière. Je connais les fondations, comment les construire et comment les saper sans que la structure ne se rende compte qu'elle s'effondre. Et j'ai réalisé, assise là dans la pénombre de mon bureau, que mon fils venait de me donner une date butoir sans le vouloir. Ils étaient là maintenant. Ils resteraient aussi longtemps qu'ils pensaient pouvoir s'en tirer. J'ai de nouveau regardé la photo de Charles. Il souriait de cette façon qui donnait toujours l'impression qu'il savait quelque chose que j'ignorais. Tu voudrais que je gère ça à ma façon, n'est-ce pas? Ai-je dit doucement. Dehors, la rue était silencieuse. À l'intérieur, j'ai posé la tasse de café, j'ai pris un bloc-notes et j'ai écrit une seule ligne. Ils n'oublieront jamais cette journée. Ce n'était pas un vœu fait sous le coup de l'émotion. C'était un plan directeur. Et dans mon monde, les plans directeurs sont toujours construits. Le téléphone a sonné juste après 18h le lendemain soir. J'étais dans la cuisine, debout devant l'évier, rinçant une assiette du simple dîner que je m'étais préparé. Mes mains étaient mouillées quand j'ai décroché. Alors j'ai calé le téléphone sur mon épaule. Maman. La voix d'Étienne était sèche, professionnelle. Le genre de ton que l'on emploie quand on a déjà décidé de l'issue d'une conversation. Étienne. J'ai gardé ma voix neutre, indéchiffrable. Écoute attentivement. Mélanie et moi en avons discuté. La maison du lac va appartenir à ses parents maintenant. Gérard et Patricia vont s'y installer de façon permanente. Ma main s'est figée sous le jet d'eau. Répète un peu. Tu m'as entendu. Ces mots étaient aussi réguliers que s'ils me donnaient les prévisions météo. C'est plus logique comme ça. Ils ont besoin d'un endroit décent et tu l'utilises à peine. J'ai fermé le robinet. La cuisine est tombée dans le silence, à l'exception du léger bourdonnement du réfrigérateur. Tu n'es pas propriétaire de la maison du lac, Étienne. Tu ne peux pas la donner. Je le peux quand c'est la bonne chose à faire. J'ai ri une fois, un son court et sec. La bonne chose à faire. Pour qui? Pour nous tous, a-t-il dit sans une seconde d'hésitation.
Ils ont des difficultés. Tu as plus d'espace que tu n'en as besoin. Tu sais, plus âgé maintenant, seul. Ce n'est pas comme si tu y emmenais des amis tous les week-ends. Plus âgé maintenant, seul. Il a laissé ces mots en suspens, confiant qu'ils feraient leur effet. Il y a 3 ans, après la mort de Charles, cette phrase m'aurait brisé. J'aurais bafouillé, offrant des concessions justes pour maintenir la paix, pour le garder près de moi. À l'époque, je pensais que perdre l'approbation de mon fils signifierait perdre Charles une seconde fois. Mais quelque chose dans la façon dont il a dit cette fois, comme si ma vie avait une date d'expiration qu'il avait déjà notée sur un calendrier, a eu l'effet inverse. Cela a durci quelque chose en moi. Étienne, ai-je dit lentement. J'ai travaillé 30 ans pour cette propriété. J'ai bâti l'entreprise qui a payé chaque pierre, chaque poutre, chaque foutue vis de cette maison, ton père et moi. C'est ce que font les mères, a-t-il interrompu. Elles pourvoient. Elles s'assurent que leur famille est prise en charge. J'ai pourvu à tes besoins, pas à ceux de tes beaux-parents. Ils font partie de la famille maintenant. Non, ai-je dit, ma voix s'aiguisant. C'est la famille de Mélanie. Je les connais à peine. Un silence a crépité sur la ligne pendant un instant. Maman, tu es égoïste. J'ai laissé échapper un rire bas, incrédule. Égoïste. Tu as du culot. Je te l'accorde. Je suis sérieux. Nous avons beaucoup fait pour toi depuis la mort de papa. Mes jointures ont blanchi autour du téléphone. Tout ce que vous avez fait pour moi? Tu veux parler du mariage que j'ai payé, de la voiture que je t'ai achetée quand la tienne est tombée en panne, des prêts étudiants que j'ai remboursés, ou peut-être de la caution pour cet appartement hors de prix. C'est juste ce que font les parents, a-t-il répété comme un mantra. Et ce que les fils ne font pas, c'est voler leurs parents. Sa voix s'est faite plus tranchante. Tu n'y vas presque plus. À quoi bon la laisser vide? Elle n'est pas vide. J'y suis quand je veux y être. Tu t'accroches à une maison, maman. C'est malsain. Papa n'aurait pas. L'atmosphère dans la pièce a changé. Ne te permets pas, ai-je dit, chaque mot distinct, de parler au nom de ton père. Une autre pause. Plus longue cette fois. Tu ne peux pas me dire non sur ce coup-là, a-t-il dit finalement, comme si c'était un fait établi. Si, je le peux. Tu crois que tu peux arrêter ça? Nous les installons le week-end prochain. C'est acté. Non, ai-je répété, calme et définitive. Sa voix a grimpé vers la colère. Ne fais pas ça, maman. Ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont. Tu vas juste te ridiculiser. Pendant des années, j'avais évité de me ridiculiser devant Étienne. J'avais gardé une voix égale, minimisé mes exigences, gardé mon portefeuille ouvert. Mais il y avait une étrange liberté dans ce moment, en réalisant que le ridicule était déjà le sien, pas le mien. J'ai fini de parler de ça, ai-je dit. Ce n'est plus toi qui commandes, a-t-il rétorqué. Plus maintenant. Si tu te bats, tu perdras. Nous la prendrons de toute façon. Il fut un temps où j'aurais essayé de le raisonner, de trouver un terrain d'entente. Mais j'avais passé ma vie dans les négociations immobilières, et je savais quand l'autre partie n'avait aucune intention d'en trouver un. Je n'ai pas élevé la voix. Je ne lui ai pas dit qu'il avait tort. Je ne lui ai même pas demandé de reconsidérer sa position. J'ai simplement raccroché. Pour la première fois de notre vie, j'ai mis fin à l'appel la première. Le téléphone reposait sur le comptoir, écran sombre, mon reflet à peine visible dans le verre. Mon cœur était stable, ma respiration régulière. C'était une si petite chose, ce clic, cette fin délibérée, mais cela ressemblait au premier coup dans une partie que j'avais évitée pendant des années. J'ai rincé le savon de mes mains, les ai séchés sur une serviette et suis resté un instant dans l'embrasure de la cuisine. Le silence de la maison m'entourait, mais cette fois, il ne semblait pas vide. Il semblait chargé. Car maintenant, je savais 2 choses. 1. Étienne avait franchi une ligne qui ne pouvait être défranchie. 2. J'étais enfin prête à faire quelque chose à ce sujet. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. J'ai fait les gestes habituels, douche, brossage de dents, j'ai même feuilleté la section des sports du journal du dimanche. Mais quand je me suis couchée à 23 heures, mon esprit ne voulait pas se calmer. Le plafond au-dessus de moi aurait tout aussi bien pu être un tableau blanc. Lundi 14 avril. Mardi, mercredi, jeudi. Samedi 19 avril. Les dates s'alignaient dans ma tête. Comme des jalons sur un calendrier de projet. 30 ans dans l'immobilier m'avaient appris à penser en termes de délai,
à décomposer un projet en phases, à connaître ses échéances, et surtout, à anticiper les coups de l'adversaire. Et Étienne venait de m'en donner une. Nous les installons le week-end prochain, avait-il dit, comme si c'était déjà décidé. Comme si tout ce que j'avais à faire était de m'écarter. Cela me disait tout ce que j'avais besoin de savoir. Ce n'était pas un plan vague. C'était une cible fixe. Et une cible fixe peut être touchée sous de nombreux angles. Je me suis tournée sur le côté, fixant l'espace où Charles avait l'habitude de dormir. Il détestait les délais, mais il adorait la préparation. Mesure 2 fois, coupe 1 fois, disait-il toujours quand nous travaillions ensemble sur des projets pour la maison. Mes pensées ont commencé à s'assembler en quelque chose de plus structuré. Il ne s'agissait pas seulement de garder la maison du lac. Il s'agissait de montrer à Étienne, à Mélanie et à ses parents bien élevés et opportunistes que je n'étais pas une femme que l'on pouvait manœuvrer comme un meuble. Pendant les 3 premières années après la mort de Charles, j'avais été exactement cela. Déplacée où il le voulait, acceptant tout ce qu'il demandait, me convainquant que dire oui était le seul moyen d'empêcher la famille de s'effriter complètement. Le schéma était maintenant d'une clarté embarrassante. 8 mois après les funérailles, Étienne a appelé pour sa voiture. Elle est en fin de vie, maman. Mélanie a besoin de quelque chose de fiable pour aller au travail. Cela s'est transformé en 26 000 € pour un nouveau SUV, acheté et livré en 1 semaine. 1 an plus tard, c'était leur appartement. Le propriétaire vend, maman. Il faut qu'on se décide vite pour cet endroit. J'ai signé un chèque pour la caution sans même voir l'immeuble. Puis est venu le petit prêt pour les aider à le meubler, qui s'est avéré être à 5 chiffres. Chaque fois, je me disais que Charles aurait voulu que j'aide. Chaque fois, les remerciements se faisaient plus courts, les demandes plus importantes. Et nous en étions là. À minuit, j'ai cessé d'essayer de dormir. J'ai marché pieds nus jusqu'à la cuisine, préparé un café noir, fort, et me suis assise à la table avec un bloc-notes. En haut, j'ai écrit un mot en lettres capitales, option. En dessous, défense juridique, Maître Leclerc. Changement des serrures, pourrait provoquer une escalade trop rapide. Surveillance, contrôle. Dissuasion psychologique. Humiliation publique, risquée. J'ai regardé la liste. La défense juridique était évidente. Je connaissais Maître Leclerc depuis 20 ans. Il avait négocié mes plus gros contrats, avait évité à mon entreprise 3 procès futiles et avait un jour convaincu un conseil municipal d'urbanisme d'annuler une décision qui m'aurait coûté un demi-million. Changer les serrures semblait prématuré. Si Étienne pensait que je paniquais, il redoublerait d'efforts. Non, il fallait qu'il me croie passive. La surveillance. Ça avait du potentiel. Pas seulement pour les observer, mais pour contrôler l'environnement. Dissuasion psychologique. Celle-là m'a fait sourire pour la première fois depuis des jours. Je l'avais utilisée en affaires auparavant. Une pression subtile qui amenait l'autre partie à se retirer en pensant que c'était sa propre idée. J'ai relu le mot option. Puis je l'ai barré et j'ai écrit avantage. Car c'est de cela qu'il s'agissait. Règle numéro 1. Ne jamais négocier en position de faiblesse. Règle numéro 2. Contrôler l'information. Règle numéro 3. Maîtriser le timing. Je pouvais presque entendre la voix de Charles. Tu construis encore quelque chose, n'est-ce pas? À 2 heures du matin, j'avais l'ébauche d'un plan. Phase 1. Parler à Maître Leclerc, ériger les murs juridiques avant même qu'Étienne ne sente l'odeur du béton. Phase 2. Installer un système au lac clair qui rendrait la vie inconfortable à quiconque n'y aurait pas sa place. Phase 3. Laisser Étienne tomber droit dedans. Et tout cela synchronisé sur le seul avantage qu'il m'avait offert sur un plateau d'argent, la date butoir du week-end. À 6h45, le soleil commençait à peine à percer à travers les stores. J'ai pris une douche, me suis préparée et j'ai enfilé le même tailleur bleu marine que je portais pour les réunions avec les clients importants à l'époque. Pas parce que Maître Leclerc s'en soucierait, mais parce que moi, je m'en souciais. On s'habille pour le travail que l'on s'apprête à accomplir. À 8h30, j'étais dans le bureau de Maître Leclerc, en centre-ville. Il s'est levé quand je suis entrée, sa poignée de main aussi ferme que dans mes souvenirs. Hélène, heureux de vous voir. J'aimerais pouvoir en dire autant, ai-je dit en m'installant dans le fauteuil en cuir face à son bureau. J'ai une situation familiale, un litige immobilier. Ses sourcils se sont légèrement haussés. Commercial ou résidentiel? Résidentiel. La villa du lac Clair. C'est à votre nom. En effet.
Acheté comptant il y a 12 ans. Il s'est penché en arrière. Qui conteste la propriété? Mon fils. Maître Leclerc n'a pas sourcillé, mais son stylo s'est arrêté au-dessus de son bloc-notes. Les conflits familiaux deviennent vite compliqués. Je ne veux pas de complications. Je veux quelque chose de blindé. Nous avons passé en revue les bases, titre de propriété, historique d'achat, mon testament. Maître Leclerc a esquissé des protections, examiné l'acte de propriété, renforcé la propriété avec une fiducie si nécessaire, et créé un dossier clair de toute menace ou coercition. À quelle vitesse pouvons-nous agir? Ai-je demandé. Pour un examen de base, quelques jours. Pour des protections plus avancées, 2 à 3 semaines. Trop long, ai-je dit. Il prévoit d'emménager le week-end prochain. Il a hoché lentement la tête. Alors nous commençons immédiatement. Apportez-moi tous les documents que vous avez sur cette propriété dès demain matin. Et Hélène, documentez tout. SMS, appels, même les conversations en personne. S'il menace ou exige quoi que ce soit, notez-le avec la date et l'heure. J'ai quitté son bureau avec une concentration que je n'avais pas ressentie depuis des années. Dehors, le ciel de Lyon était d'un bleu dur et clair. À mi-chemin de ma voiture, mon téléphone a vibré. Étienne. Contre toute attente, j'ai répondu. Enfin, a-t-il dit. Il faut qu'on règle ces bêtises. Les parents de Mélanie s'attendent à emménager le week-end prochain. Ne sois pas difficile. J'ai déverrouillé ma portière et me suis glissée à l'intérieur. La seule bêtise, c'est que tu penses pouvoir donner ma propriété. Ce ne sont pas des bêtises, maman. Ils ont déjà commencé à faire leur carton. C'est regrettable pour eux. Ils devront les défaire. Tu vas rendre les choses très laides. C'est toi qui les as déjà rendues laides. Il a soupiré comme si j'étais une cliente têtue refusant une bonne offre. Gérard a perdu son emploi le mois dernier. Patricia est en invalidité. Ils ont besoin de cette maison plus que toi. Ce n'est pas mon problème à résoudre. Ça s'appelle l'esprit de famille. Comme l'esprit que tu as montré quand tu m'as dit de quitter ma propre terrasse. Silence, puis, plus froid, ils viennent quand même samedi. Avec ou sans ta bénédiction. Il a raccroché. Je suis restée assise au volant, le regard perdu à travers le pare-brise. Samedi. Cela me donnait 5 jours. 5 jours pour transformer ma maison du lac en un endroit où il ne voudrait plus jamais remettre les pieds. Le mardi matin apporta une lumière qui semblait aplatir tout ce qu'elle touchait. Pas d'ombre, pas de chaleur, juste une clarté stérile. J'étais à mon bureau avant 7 heures, des papiers étalés en piles bien ordonnées, l'acte de propriété de la villa, les registres fiscaux, les documents d'assurance. Maître Leclerc les aurait aujourd'hui. Mais mon esprit n'était pas seulement tourné vers l'armure juridique. Des documents en béton étaient nécessaires, mais pas suffisants. Étienne avait été clair sur un point. Il ne craignait pas les conséquences qu'il ne pouvait pas voir. Il pensait que ce serait une question d'entêtement contre l'inévitabilité. Que s'il insistait assez longtemps, je finirais par plier, comme je l'avais toujours fait. Cela signifiait que je devais changer le terrain de jeu. J'ai siroté mon café, fixant la photographie de Charles sur le coin de mon bureau. Il riait quand je l'avais prise, une mèche de cheveux prise dans la brise du lac clair. La photo avait toujours été un réconfort. Dernièrement, elle était devenue autre chose, un rappel de ce qui valait la peine d'être défendu. À 8 heures, j'étais sur le trottoir, marchant 3 maisons plus loin vers une maison de plain-pied étroite avec une boîte aux lettres blanches sur laquelle était inscrit « Moulin ». David Moulin avait 52 ans, était célibataire et le genre de voisin capable de câbler un home cinéma dans le temps qu'il faut à la plupart des gens pour lire le mode d'emploi. Nous nous étions rencontrés l'hiver après la mort de Charles, lorsqu'une canalisation éclatée dans sa cave l'avait laissé avec de l'eau glacée jusqu'aux chevilles. J'avais fait appel à un plombier de confiance, m'étais assuré que le travail était bien fait et avait refusé tout paiement. David ne l'avait jamais oublié. Il a ouvert la porte en jean et en t-shirt délavé avec le logo d'une start-up. Ses lunettes étaient maculées par des heures passées devant un écran. « Hélène » a-t-il dit en reculant pour me laisser entrer. « Tout va bien. » Ça dépend de la définition de « bien ». Son bureau ressemblait à l'intérieur d'une baille de serveur. 3 moniteurs, des câbles enroulés comme des lianes, des étagères remplies de routeurs, de circuits imprimés et de gadgets que je ne pouvais pas nommer. Il a désigné une chaise et je me suis assise. « J'ai besoin de ton aide pour un projet. »
Ses yeux se sont légèrement plissés, comme il le fait quand il essaie de décider si quelqu'un est sérieux. Quel genre de projet? Le genre qui implique des détecteurs de mouvement, des lumières, du son, peut-être quelques effets visuels, et qui doit se déclencher automatiquement lorsque des personnes entrent dans un espace. David s'est penché en arrière, l'ombre d'un sourire sur son visage. Comme une maison hantée. Quelque chose comme ça. Sauf que le but n'est pas de s'amuser. C'est de faire partir les gens et de leur donner envie de ne jamais revenir. Cela lui a arraché un petit rire. Là, tu as toute mon attention. Qui essayons-nous de faire fuir? J'ai secoué la tête. Mieux vaut que tu ne connaisses pas tous les détails. Disons simplement que certaines personnes pensent pouvoir s'installer dans un endroit qui ne leur appartient pas. Je veux qu'ils vivent une expérience mémorable. Il m'a regardé un long moment, puis a hoché la tête. Je peux faire du mémorable. Nous avons passé l'heure suivante à discuter des possibilités. Des détecteurs de mouvement dans chaque pièce principale, programmés pour déclencher des séquences d'éclairage désorientantes mais non dangereuses. Des haut-parleurs cachés dans les bouches d'aération et derrière les meubles, prêts à diffuser des sons, des bruits de pas dans des couloirs vides, des portes qui grincent, des chuchotements juste en dessous du seuil de compréhension. Des projecteurs pour jeter des silhouettes sombres sur les murs. Et surtout, un système de contrôle central que je pourrais commander à distance. Peut-on ajouter une activation de l'eau? Ai-je demandé. Douche, évier, tous en même temps. David a souri. Bien sûr. Je devrais me connecter aux commandes de la plomberie, mais c'est faisable. Et c'est légal, ce ne sont que des fonctions de domotique standard, combinées de manière créative. À 10 heures, son SUV était à moitié chargé de matériel. Une pile de capteurs pas plus grands que des détecteurs de fumée, des rouleaux de rubans lumineux à LED programmables, une demi-douzaine de projecteurs compacts et une tablette chargée du logiciel de contrôle. Il se déplaçait avec la rapidité d'un homme qui attendait une excuse pour utiliser tous ses jouets à la fois. Le trajet jusqu'au lac Clair a duré un peu moins de 2 heures. Je gardais les yeux sur la route, mais mon esprit rejouait sans cesse l'agencement de la villa. L'entrée, le salon, la cuisine, les 3 chambres à l'étage, la petite pièce de couture de Charles que je n'avais pas touchée depuis sa mort. Chaque pièce aurait son rôle dans la performance. Quand nous sommes arrivés, David est sorti et a sifflé doucement. « Bel endroit », a-t-il dit. « C'est le mien », ai-je répondu d'un ton égal. « Et j'ai l'intention de le garder. » À l'intérieur, l'air était encore légèrement parfumé du nettoyant au cèdre que j'avais utilisé sur les sols le mois dernier. C'était étrange d'être là sans Charles, mais aujourd'hui, cette étrangeté était empreinte d'un but. Nous avons commencé par l'entrée. David a monté le premier détecteur de mouvement au-dessus de la porte, le reliant à la tablette. Quand celui-ci se déclenche, a-t-il expliqué, les lumières du salon commenceront à clignoter en alternant les couleurs, et l'assistant vocal donnera un avertissement. Quel genre d'avertissement? Il a tapé quelque chose sur la tablette. Un instant plus tard, une voix calme mais ferme a rempli la pièce. Attention! Vous n'êtes pas le propriétaire de cette propriété. Veuillez quitter les lieux immédiatement. J'ai ressenti quelque chose de proche de la satisfaction. Bien. De là, nous avons avancé de pièce en pièce. À l'étage, David a positionné des projecteurs pour projeter de grandes ombres mouvantes contre les murs. Des silhouettes qui semblaient bouger quand on ne les regardait pas directement. Dans la cuisine, il a truqué les robinets pour qu'ils s'ouvrent sur commande, l'eau jaillissant avec un rugissement mécanique. Des haut-parleurs ont été placés dans les coins, cachés derrière des bibliothèques, sous des chaises. Les sons qu'ils diffuseraient, des grincements aléatoires, des bruits de pas étouffés, des murmures indistincts se superposeraient jusqu'à ce qu'on ne puisse plus distinguer le vrai du faux. Tout cela fonctionne sur un réseau fermé, a dit David en dissimulant des câbles derrière une plainte. C'est indépendant du Wi-Fi principal, donc ils ne peuvent pas simplement débrancher une prise ou changer un mot de passe. Alimentation de secours. Ai-je demandé. Il a souri. Déjà prévu. Des batteries cachées dans la cave le maintiendront en marche pendant des jours, même s'il coupe le disjoncteur. En milieu d'après-midi, la villa avait été transformée, bien qu'à l'œil nu, rien ne semblait différent. C'était là toute la beauté de la chose. Un salon ressemblait toujours à un salon, mais c'était maintenant un point de déclenchement pour la lumière et le son. Un couloir semblait silencieux jusqu'à ce qu'on y entre et que les ombres commencent à bouger. Nous avons testé chaque séquence. Les lumières stroboscopiques frappaient fort, pulsant à un rythme qui rendait la concentration impossible.
L'assistant vocal intensifiait ses avertissements si le mouvement persistait. Les systèmes d'eau rugissaient après 30 secondes de mouvement. Les chuchotements, à peine audibles au début, devenaient plus insistants à mesure que l'on restait. « Ça va marcher », a dit David, observant la tablette tandis que les capteurs s'allumaient en séquence. « Il le faut. » Alors que nous remballions, je me tenais dans l'entrée, regardant vers le lac. Le soleil sombrait derrière les arbres, projetant une lueur cuivrée sur l'eau. Charles avait adoré cette heure, disant qu'elle donnait l'impression que tout retenait son souffle. J'ai fermé la porte, les verrouillé et mis le système en veille. Dans ma tête, je pouvais déjà les voir. Étienne déverrouillant la porte avec cette confiance empruntée. Mélanie traînant derrière avec ses parents. Tous entrant dans une maison qu'ils croyaient leur. Et la maison leur répondrait. Le jeu était sur le point de changer. Le mercredi matin, David a frappé plus tôt que prévu. J'ai ouvert la porte pour le trouver en équilibre sur une hanche avec une pile de boîtiers d'équipement. Un projecteur compact niché sous son bras comme un ballon de rugby. Je n'arrêtais pas d'y penser, a-t-il dit en entrant. J'ai quelques idées pour rendre ça encore meilleur. Les « quelques idées » de David n'étaient jamais petites. Le temps de charger son SUV, j'avais compté 2 batteries de secours de qualité industrielle, une série de nouveaux haut-parleurs pas plus grands que des verres à shot, et quelque chose qu'il appelait des « modules audio directionnels ». Pense à ça comme une lampe de poche pour le son, a-t-il expliqué alors que nous roulions vers le lac clair. Tu le pointes vers un endroit précis, et seule la personne qui s'y trouve l'entend. Personne d'autre dans la pièce ne remarquera rien. J'ai imaginé Étienne, debout dans le couloir, entendant une voix lui chuchoter directement à l'oreille tandis que Mélanie et ses parents regardaient autour d'eux, confus. Parfait. La villa était exactement comme nous l'avions laissée 2 jours auparavant. C'était la beauté du travail de David. Tout était caché à la vue de tous, en attente. Nous avons commencé par les projecteurs. Il en a monté un en hauteur dans le coin du palier de l'étage, son objectif visant à projeter une ombre sur toute la longueur du couloir. Quand il l'a allumé, une silhouette pâle et allongée est apparue, se déplaçant avec le doux balancement de quelqu'un qui fait les 100 pas. Même en sachant que ce n'était que de la lumière sur un mur, j'ai senti mes instincts se tendre. Imagine voir ça à 2 heures du matin après un verre ou 2, a dit David. Nous en avons ajouté 2 autres dans les chambres d'amis, programmées pour clignoter toutes les quelques minutes, juste assez pour attirer l'attention du coin de l'œil. Puis vint l'audio directionnel. David en a installé un dans l'entrée, caché derrière la corniche. Nous l'avons testé. Je me suis tenue sur le paillasson et une voix basse a chuchoté. Tu ne devrais pas être ici. Un pas sur la gauche, et elle disparaissait. Un pas en arrière, elle revenait. L'effet était instantané et personnel, comme si la maison elle-même m'avait choisi. Celui-là va leur rentrer dans la tête, a dit David. En milieu de matinée, l'étage et le rez-de-chaussée étaient entièrement intégrés. Les lumières clignotaient toujours au moindre mouvement, l'eau rugissait toujours de chaque robinet après 30 secondes d'activité. Mais maintenant, le système avait des couches supplémentaires, des ombres à voir, des voix à entendre, et le malaise de ne jamais savoir ce qui allait se déclencher ensuite. Nous sommes allés au sous-sol pour installer les batteries. David a glissé une unité derrière le lambris près du tableau électrique, l'autre sous l'escalier. Celles-ci maintiendront tout le système en marche pendant au moins une semaine s'il coupe le courant principal, a-t-il dit. Et bonne chance pour les trouver sans démolir l'endroit. Je me tenais en haut des escaliers, regardant le sous-sol sombre. Charles avait toujours détesté cet espace, disant qu'on y sentait comme une attente de mauvaises nouvelles. Aujourd'hui, il me semblait être le centre névralgique d'une opération chirurgicale. À midi, nous étions prêts pour un test complet de la séquence. Nous avons commencé dans l'entrée. Le capteur de mouvement s'est déclenché. Les lumières ont éclaté en un rythme saccadé, et l'assistant vocal a annoncé son avertissement. David s'est avancé dans le salon. L'eau a jailli de l'évier de la cuisine. Des ombres ont vacillé contre le mur du fond, et le chuchotement l'a suivi comme une seconde ombre. À l'étage, le projecteur du palier a envoyé sa silhouette arpenteuse sur le mur tandis que les haut-parleurs de la chambre jouaient un cognement lent et irrégulier. Pas fort, juste présent. Le genre de son que vous jureriez être réel jusqu'à ce que vous ouvriez la porte et ne trouviez rien. Le timing était impeccable. Chaque élément s'appuyait sur le précédent, et chaque pièce se réinitialisait après quelques minutes d'immobilité, prête à se déclencher à nouveau. Ça, a dit David avec un grand sourire alors que nous nous tenions dans la villa désormais silencieuse, c'est un chef-d'œuvre.
C'est un outil, ai-je corrigé, même si une partie de moi était d'accord. Nous nous sommes assis sur les marches de la terrasse, mangeant les sandwichs que j'avais préparés, le lac s'étendant devant nous. L'eau était calme, l'air frais. La villa ressemblait à l'endroit qu'elle avait toujours été pour moi. Un refuge, un lieu sûr. Personne, en la regardant de l'extérieur, n'aurait deviné qu'elle était câblée pour se défendre. David s'est essuyé les mains et m'a jeté un coup d'œil. Tu sais, Hélène, il y a quelque chose de satisfaisant à donner des dents à une maison. J'ai pensé à Charles, aux années où il avait insisté pour que la villa soit un lieu d'accueil. Il n'aurait pas aimé l'idée de dents, mais il aurait compris le principe. Protéger ce qui est à soi. En fin d'après-midi, nous avions tout rangé, le système était armé et la tablette de contrôle était jumelée à mon téléphone. Je pouvais désormais surveiller la villa de n'importe où, regarder les flux en direct, activer ou suspendre les séquences, et même ajuster le timing à la volée. Debout sur le seuil avant de partir, j'ai jeté un dernier regard autour de moi. Les meubles étaient exactement à leur place, le tapis droit, les rideaux tirés juste comme il faut. Rien ne suggérait que chaque coin, chaque seuil, chaque espace calme était maintenant un fil-piège. De retour à Lyon ce soir-là, je me suis assise dans mon bureau, la tablette posée sur le bureau à côté de moi. Les flux des caméras de la maison du lac brillaient dans la pénombre. Entrée, salon, cuisine, couloir, palier de l'étage. Tout était immobile, tout attendait. Mon téléphone a vibré à 20h47. Un message d'Étienne. Nous serons là vers 14h samedi. Pas la peine de monter. J'ai fixé l'écran un instant, les coins de ma bouche se relevant. Un timing exact. Il venait de me donner la dernière pièce dont j'avais besoin. Samedi, 14h. Ils arriveraient confiants, sûrs de leur bon droit, certains que je n'étais nulle part près de là. Et la maison, ma maison, serait prête à les accueillir. J'ai fermé le message sans répondre, me suis adossée à mon fauteuil et j'ai laissé le silence s'installer autour de moi. Dans la construction, le moment le plus dangereux est celui qui précède le premier coup de marteau. Toute la force est encore potentielle. Tout le changement est encore invisible. Samedi, le coup de marteau allait tomber. Samedi 19 avril, 13h45. Le flux de la caméra de l'entrée était calme. Le lac derrière elle comme une plaque de verre bleu. J'étais assise dans mon bureau à 200 km de là, la tablette de contrôle orientée vers moi, mon téléphone à côté. Chaque système de la villa était armé. Capteurs amorcés, audio en attente, projection chargée, commande d'eau prête. À 14h02 exactement, un SUV argenté foncé est apparu sur la caméra de l'allée. Étienne conduisait. Mélanie était assise sur le siège passager, ses lunettes de soleil remontées dans ses cheveux. Gérard et Patricia occupaient la banquette arrière, penchés en avant comme des touristes impatients d'apercevoir un monument. Ils ne se sont pas arrêtés pour admirer la vue. Dès que le SUV s'est immobilisé, les portières se sont ouvertes et les corps en sont sortis avec le rythme de gens qui se croient déjà chez eux. Étienne a contourné le véhicule, ouvert le haillon et commencé à décharger les bagages. Mélanie dirigeait les opérations depuis le côté, pointant la terrasse comme si elle donnait des ordres sur un plateau de tournage. Gérard a soulevé une valise à roulettes. Patricia serrait un grand sac en toile contre elle, le genre de sac que l'on apporte quand on a l'intention de rester un moment. Grâce au microphone de la caméra, j'entendais le gravier crisser sous leurs chaussures. Une mouette a crié quelque part au-dessus de l'eau. Et puis, alors qu'ils atteignaient le pied des marches, Gérard a remarqué le panneau. L'œuvre de David. Une plaque en acier brossé montée sur un support en cèdre, le message gravé en lettres noires et grasses. Bienvenue dans la maison du futur. Entrez à vos risques et périls. Patricia s'est arrêtée la première, une main se resserrant sur son sac. Qu'est-ce que ça veut dire? Gérard s'est penché pour lire. Une sorte de blague. Mélanie a ri légèrement. Oh, c'est juste maman qui est bizarre. Elle fait toujours des trucs comme ça. Ignorez-le. Étienne n'a même pas regardé le panneau. Allez, entrons. Mais Patricia n'était pas d'accord. Je ne passe pas devant ce truc. C'est ridicule. Ça donne une mauvaise impression à l'endroit. Elle a tendu la main, a saisi le support de montage et a tiré d'un coup sec. Les vis se sont arrachées du bardage avec un grincement métallique aigu. Le panneau a heurté la terrasse avec un bruit sourd. Elle l'a poussé du pied. Voilà, a-t-elle dit en s'époussetant les mains. Première chose à faire. J'ai regardé la plaque d'acier reposée sur les planches, la lumière du soleil scintillant sur son bord.
Ils ont monté les marches, Étienne en tête, Mélanie juste derrière lui. Gérard suivait avec sa valise, Patricia traînant derrière, arborant toujours ce petit sourire satisfait de quelqu'un qui croit avoir déjà amélioré son environnement. Étienne a sorti une clé de sa poche, ma clé, copiée du double que je lui avais donné des années auparavant, et l'a insérée dans la serrure. La porte s'est ouverte sans résistance. « Bienvenue à la maison », a-t-il dit par-dessus son épaule en les faisant entrer. Depuis mon bureau, j'ai basculé la vue de la tablette sur le flux du salon. Ils sont entrés dans le champ un par un, leurs chaussures traversant le tapis que Charles et moi avions choisi lors d'un voyage à Santa Fe. La voix de Patricia était clairement audible à travers le microphone. Oh, c'est encore plus beau que je ne l'imaginais. Gérard a posé sa valise près des escaliers. On se sent comme dans une vraie maison. Mélanie s'est dirigée vers la cuisine. Voyons ce qu'on peut faire pour le dîner. Je meurs de faim. Étienne se tenait au centre du salon, les mains sur les hanches, inspectant l'espace comme un homme inspectant une propriété qu'il venait d'acheter. Il y avait dans sa posture une aisance que je n'avais pas vue depuis son adolescence, et à l'époque, elle venait du fait de savoir que ses parents s'occuperaient de tout ce qu'il casserait. Je les ai laissés bouger librement pendant l'heure suivante. Gérard a exploré l'étage. Patricia a réarrangé les coussins du canapé. Mélanie s'est servi un verre de vin de la bouteille qu'elle avait sortie de son sac. Étienne a tripoté le thermostat. De temps en temps, l'un d'eux passait devant un détecteur de mouvement. La tablette s'allumait, notant l'activation, mais je n'ai rien déclenché. Pas encore. Laissons-les s'installer confortablement. À 20h30 ce soir-là, le soleil s'était couché sur le lac clair. La caméra du palier de l'étage montrait Gérard en pyjama se dirigeant vers la chambre d'amis. Patricia était déjà au lit, un livre de poche ouvert entre les mains. Mélanie était dans la cuisine en train de rincer la vaisselle. Étienne était affalé sur le canapé, téléphone à la main, faisant défiler quelque chose avec ce léger sourire satisfait de l'homme qui pensait que la journée s'était déroulée exactement comme il le souhaitait. J'ai attendu que le profil sonore de la villa, un graphique sur la tablette montrant le bruit ambiant, soit tombé à un silence quasi total. 22h03 de mon fauteuil à Lyon, je me suis penché en avant, j'ai tapé sur l'icône de l'écran de contrôle principal de la tablette. Exécuter la séquence complète. Le système s'est animé en moins d'une seconde. Les lumières de chaque pièce se sont mises à clignoter. Pas le doux pouls d'une discothèque, mais des flashs vifs et désorientants alternant le rouge, le bleu et le blanc. À l'étage, les projecteurs ont jeté l'ombre arpenteuse sur le mur du couloir. En bas, les haut-parleurs chuchotaient juste au-dessus du seuil de l'audition. « Vous ne devriez pas être ici. Vous ne devriez pas être ici. » Dans la cuisine, l'eau jaillissait du robinet, éclaboussant l'évier en acier inoxydable. Les douches des salles de bain se sont mises en marche avec un rugissement. La vapeur commençait déjà à embuer le palier de l'étage. La caméra du palier a surpris Gérard sortant en titubant dans le couloir, une main protégeant ses yeux des flashs. « Pat! Pat, qu'est-ce qui se passe, bordel ?» La voix de Patricia flottait depuis la chambre d'amis, aiguë et stridente. « Gérard, il y a quelqu'un ici. » Mélanie est apparue dans le flux du salon, la tête tournant de tous côtés alors que des ombres glissaient le long des murs. « Étienne, tu as installé quelque chose. » Étienne s'est redressé d'un bond. « Non, c'est probablement une surtension. » Il s'est interrompu alors que l'assistant vocal couvrait tous les autres sons. « Attention. Occupant non autorisé détecté. Veuillez quitter les lieux immédiatement. » L'audio directionnel dans l'entrée s'est activé. Étienne s'est figé au milieu d'un pas alors que le murmure frappait son oreille droite, et seulement la sienne. « Sors !» Il s'est retourné brusquement, cherchant la source, mais Mélanie et ses parents se dirigeaient déjà vers la cuisine, essayant de couper l'eau. La caméra de la cuisine montrait Mélanie tournant les poignées du robinet, mais l'eau continuait de couler. Gérard tirait sur la porte du réfrigérateur comme si cela pouvait aider. Patricia se cramponnait à l'encadrement de la porte, les yeux écarquillés, regardant une ombre glisser sur le plafond. À l'étage, le projecteur de la chambre d'amis s'est allumé, projetant la silhouette d'une silhouette penchée dans l'embrasure de la porte. Le cri de Patricia a percé le bruit de la villa. « Étienne !» a-t-elle hurlé. « Appelle la police !» Il cherchait déjà son téléphone à tâtons. Mais même s'il parvenait à les joindre, je savais exactement ce qu'il trouverait. Un système de domotique en parfait état de marche. Rien d'illégal, rien de cassé, juste un dysfonctionnement malheureux.
Le flux du palier montrait Gérard attrapant le bras de Patricia. On s'en va, maintenant. La voix de Mélanie se superposait à la sienne. Je n'arrive pas à ouvrir la porte d'entrée. Un délai de 30 secondes sur la serrure intelligente, pour leur faire sentir les murs se refermer. J'ai regardé Étienne tirer sur la poignée, ses épaules se contractant sous l'effort. Quand la serrure a finalement cliqué, ils se sont tous déversés sur la terrasse, clignant des yeux dans l'obscurité. Personne n'a jeté un regard en arrière vers le panneau que Patricia avait arraché. Ils étaient dans le SUV et reculaient dans l'allée en moins d'1 minute. Le flux de la caméra a suivi leurs feux arrière jusqu'à ce qu'ils soient avalés par les arbres. La villa est redevenue silencieuse. Je me suis adossée à mon fauteuil, les mains reposant légèrement sur les accoudoirs. La séquence s'était déroulée parfaitement. Pas une faille, pas une seule chance pour eux de reprendre le contrôle du récit. Étienne pensait être arrivé dans sa nouvelle propriété. Au lieu de cela, il venait d'entrer dans la mienne. Les flux des caméras de la villa étaient toujours ouverts sur mon bureau lorsque le téléphone a sonné à 7h31 le dimanche matin. L'écran s'est allumé avec le nom d'Étienne. Je l'ai laissé sonner 3 fois avant de répondre. « Bonjour, mon fils. » Ma voix était assez chaude pour paraître crédible, assez neutre pour ne rien révéler. « Que as-tu fait, maman ?» Les mots sont sortis secs, cassants, le son de quelqu'un qui n'avait pas dormi et qui fonctionnait à l'adrénaline et à l'indignation. « De quoi parles-tu ? Ne joue pas à l'idiote avec moi. » Sa voix s'est brisée, trop aiguë pour être maîtrisée. La maison est devenue folle hier soir. Des lumières qui clignotent, de l'eau qui coule de partout. Des voix qui nous hurlaient de partir. Les parents de Mélanie sont traumatisés. Il s'est repris, a reformulé. Patricia a pleuré pendant des heures. Gérard a cru voir. Il s'est de nouveau interrompu, comme si le souvenir lui-même était dangereux à admettre à voix haute. Je me suis agitée sur ma chaise, jetant un coup d'œil à l'image fixe sur le moniteur, le salon vide de la villa du lac Clair, la lumière du matin inondant le tapis. Ça a l'air terrifiant, ai-je dit, laissant juste assez de sympathie adoucir mes mots. Avez-vous appelé quelqu'un ? Nous avons appelé la police, a-t-il dit, l'amertume suintant de chaque syllabe. Ils sont venus à 6h, ont fouillé toute la maison, ont dit qu'ils n'avaient rien vu d'anormal. Eh bien, ai-je dit légèrement, c'est un soulagement. Un soulagement. Le volume de sa voix a grimpé en flèche. Nous n'avons pas dormi pendant 8 heures. Gérard a failli s'effondrer 2 fois. Tu veux dire Gérard ? Je me fiche de son nom en ce moment. J'ai laissé un moment de silence emplir la ligne avant de parler. Étienne, parfois ces systèmes domotiques modernes sont imprévisibles. Ça aurait pu être une surtension. Ou un défaut de câblage. N'ose pas me prendre de haut, a-t-il lancé. Ce n'était pas aléatoire. C'était délibéré. Et nous savons tous les deux que tu y es pour quelque chose. J'ai souri au moniteur, bien qu'il ne puisse pas me voir. Étienne, j'étais à Lyon toute la nuit, à 200 km. Comment aurais-je pu contrôler une maison d'ici ? Tu aurais pu engager quelqu'un. Qui exactement ? Pourquoi faire ? Mettre en place une maison hantée élaborée pour vous faire peur ? Ça semble un peu tiré par les cheveux, tu ne trouves pas ? Sa respiration était saccadée au téléphone. Ce n'est pas fini. Tu m'entends ? Nous ne laisserons pas un dysfonctionnement technique nous arrêter. Ils vont quand même emménager. J'ai penché la tête vers les flux des caméras. La villa était toujours vide, en attente. Peut-être que la maison n'aime pas les étrangers, ai-je dit. Le silence qui a suivi s'est étiré pendant 10 longues secondes. Je t'ai sous-estimé, a dit Étienne finalement, sa voix plus basse maintenant, teintée de quelque chose qui n'était pas tout à fait de la peur, mais qui s'en approchait. Ça arrive. La ligne s'est coupée. J'ai reposé doucement le téléphone, tapotant une fois sur le bureau. Si la nuit dernière avait été une performance, alors ce matin était la critique. Ils avaient été secoués. Les fissures dans leur certitude étaient apparues. Mais le spectacle n'était pas terminé, et comme toute bonne production, le deuxième acte devait faire monter les enchères. À 10h, la caméra de l'entrée de la villa s'est de nouveau allumée. Une berline blanche s'est garée dans l'allée. Un homme en est sorti, portant une lourde boîte à outils noirs, du genre de celle qu'utilisent les serruriers. Je me suis penché en avant, ajustant l'angle pour une meilleure vue. Étienne était avec lui, désignant la porte d'entrée avec une frustration exagérée.
Le serrurier s'est penché pour examiner la serrure, puis s'est retourné vers Étienne en secouant la tête. Le flux audio a capté l'échange. Ce ne sont pas des serrures ordinaires, monsieur, a dit le serrurier. Ce sont des systèmes intelligents intégrés, scanners biométriques, connectivité sans fil, alimentation de secours. Vous ne pouvez pas simplement les remplacer, a demandé Étienne. Pas sans reprogrammer tout le réseau. Et ça, eh bien, ce n'est pas mon domaine. L'homme a refermé sa boîte à outils avec un claquement décisif. Il vous faudra un spécialiste technique pour ça. Quelqu'un qui comprend la domotique. Je me suis permis un petit sourire privé. David Moulin était le seul spécialiste de ce type à 200 km à la ronde qui connaissait intimement ce système, et j'étais la seule personne de qui il prendrait des instructions. Le serrurier est parti. Étienne est resté un long moment sur la terrasse, les mains sur les hanches, avant de se retourner et de retourner péniblement à sa voiture. La serrure de la villa est restée engagée. Les caméras sont restées allumées. Cette nuit-là, j'ai laissé tous les flux ouverts. La maison était plongée dans l'obscurité, vide mais alerte. Lundi est passé sans un appel. Mardi, 20h03. Le crissement des pneus sur le gravier a rempli le micro de l'entrée. J'ai jeté un coup d'œil au flux, Étienne et Mélanie, cette fois sans ses parents. Ils sont venus à ma porte à Lyon comme des gens qui avaient épuisé leurs options polies. Mélanie se tenait un pas derrière Étienne, les bras croisés, la mâchoire serrée. « Ouvre, maman !» a appelé Étienne. J'ai ouvert. « Nous devons parler », a-t-il dit. « Je vous en prie. » J'ai reculé, les laissant entrer. Le parfum de Mélanie m'a frappé avant ces mots, vifs, citronnés, chers. « Ce jeu se termine maintenant », a dit Étienne. « Soit tu arrêtes ce que tu fais et tu nous donnes la villa, soit... » Il a jeté un regard à Mélanie. « Soit quoi ?» ai-je demandé. La voix de Mélanie était basse, contrôlée. « Soit tu ne nous reverras plus jamais. Pas de visite, pas de vacances, pas de futurs petits-enfants. » Il fut un temps où cela aurait été un coup de poignard. Maintenant, ce n'était qu'une information. C'est donc une menace, ai-je dit d'un ton égal. C'est la réalité, a répondu Étienne. Tu es vieille, maman. Tu es seule. Que as-tu besoin d'un endroit comme ça? Je les ai regardés l'un après l'autre. Perspective intéressante de la part de personnes qui ont essayé de s'y installer sans demander. Les yeux de Mélanie ont lancé des éclairs. Nous pensions que vous seriez raisonnable. Je suis raisonnable, ai-je dit. Je garde ce qui est à moi. Étienne s'est approché. Tu te crois maligne? Nous allons te poursuivre en justice. Harcèlement. Détresse émotionnelle. Nous dirons à tout le monde ce que tu as fait. Sur la base de quelles preuves? Sa mâchoire a travaillé silencieusement pendant une seconde. Ce n'est pas fini. Je me suis appuyé contre le cadre de la porte, ma voix calme. Je pense que si. Ils sont partis sans un autre mot. Je ne les ai pas regardés s'en aller. Dans mon bureau, je me suis assise à mon bureau et j'ai sorti un bloc-notes. La conversation m'avait donné la dernière pièce dont j'avais besoin. Demain, j'appellerai Maître Leclerc. Et quelques autres. Étienne pensait que la bataille concernait la technologie et l'intimidation. Il avait tort. La phase finale concernerait le papier, juridique, contraignant et permanent. La maison pouvait les faire fuir. Mais je voulais qu'ils soient enfermés dehors pour de bon. Le matin après qu'Étienne et Mélanie soient sortis en trombe de chez moi, Lyon était gris et sans vent. Le genre de ciel qui vous fait penser que la journée retient son souffle. J'ai versé un café noir, sans sucre, sans crème. Je me suis assise à mon bureau, la tasse dans une main et mon téléphone dans l'autre. Mon pouce a survolé un nom dans la liste de contacts, Maître Leclerc. Je connaissais Maître Leclerc depuis 22 ans. Il n'était pas seulement un avocat. Il était le genre d'homme qui connaissait le son exact que fait un code de loi quand on le referme au nez de quelqu'un. Nous nous étions rencontrés à l'époque où mon défunt mari, Charles, et moi avions acheté notre premier bien locatif. Il s'était occupé des formalités administratives à l'époque, et il s'était occupé de toutes nos transactions immobilières depuis. Quand il a décroché, sa voix était la même que d'habitude, calme, sèche, efficace. « Hélène, que puis-je faire pour vous? » « Je dois protéger la villa du lac Clair, ai-je dit, de manière permanente. Pas de litige, pas de faille. Personne, ni mon fils, ni sa femme, ni sa famille, ne pourra jamais la revendiquer.
Il y a eu le léger grattement d'un stylo sur du papier à l'autre bout du fil. Très bien. Quelle est la situation? Je lui ai donné la version condensée. La déclaration d'Étienne sur la terrasse. Les menaces à peine voilées de Mélanie. Les beaux-parents assis dans mes chaises longues sirotant mon vin. La hantise qui les a fait fuir. Quand j'ai terminé, Maître Leclerc a laissé échapper un léger sifflement. Et je suppose que vous ne voulez pas vendre la propriété purement et simplement. Non, ai-je dit. Mais je ne veux plus qu'elle soit à mon nom non plus. Pas si cela signifie qu'ils continueront à tourner autour. Cela nous laisse quelques options, a dit Maître Leclerc. La plus propre. Transférer la propriété dans une fiducie irrévocable, ou la donner directement à une entité que vous contrôlez. Ou vous pourriez la donner à une œuvre de charité. Je me suis adossé à ma chaise. Quelle est la plus rapide? La voie caritative. Si vous en avez une en tête, je peux faire rédiger les documents en 48 heures. Une fois signé et enregistré, c'est intouchable. J'ai pensé à la voix de Charles, chaude et stable, parlant du centre de réinsertion pour anciens combattants local où il faisait du bénévolat. Le lac Clair n'était pas seulement une propriété. C'était un lieu qui, selon lui, pouvait guérir les gens. Peut-être le pouvait-il encore. Le foyer des anciens combattants, ai-je dit. Ils essaient d'acheter un terrain près du lac depuis des années. Donnez-la leur. Maître Leclerc n'a pas sourcillé. Compris. Vous pourrez toujours y aller, bien sûr. J'ajouterai une clause vous accordant un accès honoraire à vie. Mais légalement, elle ne sera plus à vous, ce qui signifie qu'elle ne sera pas à lui. Parfait, ai-je dit. Nous avons convenu de nous rencontrer cet après-midi-là. À 14 heures, j'étais assise dans le bureau boisé de Maître Leclerc, le genre d'endroit où même l'air semblait avoir un poids juridique. Les fenêtres donnaient sur le centre-ville, mais les stores étaient à moitié fermés contre la lumière. Maître Leclerc a fait glisser une pile de documents bien rangés sur le bureau. Voici l'acte de transfert de propriété. Voici l'accord de donation avec le foyer. Et ici, il a tapoté la dernière page, c'est la clause que vous avez demandée. Accès honoraire à vie pour vous et toute personne que vous nommerez. Révocable uniquement par vous. J'ai lu chaque ligne, chaque clause, chaque virgule. Puis j'ai signé. Quand le stylo a quitté la page, j'ai senti quelque chose basculer, comme si le poids de la villa s'était déplacé de mes épaules pour reposer sur une fondation entièrement différente. Une fondation qu'Étienne ne pouvait pas toucher. Maître Leclerc a rassemblé les papiers. Je ferai enregistrer cela au cadastre dès demain matin. D'ici vendredi, ce sera du domaine public. Quiconque consultera le titre de propriété verra le foyer des anciens combattants comme propriétaire. Et Étienne? Ai-je demandé. Maître Leclerc a eu un petit sourire sec. Il peut engager tous les avocats de la région. Cela ne changera rien. La propriété sera hors de sa portée. Ce soir-là, je me suis assise dans mon bureau avec le flux des caméras de la villa ouvert sur mon ordinateur portable. L'endroit était calme, baigné dans l'or du soleil couchant. À 19h12, des phares ont balayé l'allée. Le camion d'Étienne. Mélanie sur le siège passager. Ils sont sortis rapidement, marchant vers la porte d'entrée comme s'ils en étaient les propriétaires. Étienne a essayé sa clé. La serrure est restée bloquée. Il a martelé la porte, a appelé une fois. Pas maman, pas Hélène. Juste un ouvrez, rauque. Comme aucune réponse ne venait, il a reculé et a fusillé la maison du regard comme si elle l'avait personnellement insulté. Mélanie a sorti son téléphone et a commencé à enregistrer une vidéo. C'est du harcèlement, a-t-elle dit à la caméra. C'est une expulsion illégale. On le verra au tribunal. J'ai failli rire. Elle ne savait pas que l'encre sur le transfert était déjà sèche. Le lendemain matin, l'appel est arrivé. Le numéro d'Étienne à nouveau. Ça y est, a-t-il dit sans préambule. Nous engageons une action en justice. Étienne, ai-je dit, en gardant mon ton stable. Avant que tu ne déposes quoi que ce soit, tu devrais peut-être vérifier à qui appartient la villa. De quoi tu parles? Elle n'est plus à moi, ai-je dit. Et elle n'est pas à toi. Silence. Puis, qu'est-ce que tu as fichu, bordel? J'ai honoré la mémoire de ton père, ai-je dit. Quelque chose que tu sembles avoir oublié comment faire. Ça. Voix s'est élevée. Tu l'as donné? À qui? Tu le sauras assez tôt. Ce sera du domaine public d'ici vendredi.
Il respirait fort dans le téléphone. Tu vas le regretter. Non, ai-je dit. Je vais dormir mieux que je ne l'ai fait depuis des années. La ligne s'est coupée. 2 jours plus tard, la nouvelle s'est répandue plus vite que prévu. Le foyer des anciens combattants a publié une photo sur ses réseaux sociaux, leur directrice debout sur la terrasse de la villa, le lac scintillant derrière elle. La légende disait « Nous sommes infiniment reconnaissants d'accepter le don généreux de la villa du lac Clair de la part de Madame Hélène Duval. Ce refuge servira de lieu de guérison pour les anciens combattants et leurs familles pour les décennies à venir. » Le journal local a repris l'information. Quelques médias en ligne aussi. À midi, mon téléphone bourdonnait d'appels et de SMS, non pas d'Étienne, mais de personnes dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des années, tout offrant leurs félicitations ou leur curiosité. Quand Étienne a finalement appelé, sa voix était plate, presque stupéfaite. « Alors c'est ça. Tu préfères la donner à des étrangers plutôt qu'à ton fils. »« Je préfère la donner à des gens qui la respecteront, » ai-je dit. « Tu as détruit cette famille. »« Non, » ai-je dit doucement. « Tu as fait ça tout seul. » Il n'avait plus rien à dire après ça. J'ai terminé l'appel, me suis adossée à ma chaise et j'ai regardé l'horizon de Lyon. La villa n'était plus mienne, mais elle était en sécurité. Le lieu de Charles. Mon lieu. Maintenant le leur, celui des vétérans qui l'utiliseraient pour quelque chose de bien. Et Étienne. Il avait été enfermé dehors, non pas par un peine dormant ou un tour de maison hantée, mais par le genre de barrière qu'aucune crise de colère ou avocat ne pouvait briser, la loi. La guerre n'allait plus s'intensifier. Elle était terminée. Et j'avais gagné. Le jeudi matin arriva, clair et lumineux, le ciel de Lyon comme un morceau de verre taillé. Je me suis réveillée avant le réveil, déjà habillée dans ma tête. Tailleur gris, chemisier blanc, le foulard que Charles disait toujours me donnait l'air de penser tout ce que je disais. Sur le comptoir de la cuisine, un dossier lesté, copie certifiée de l'acte de propriété enregistré, l'accord de donation au foyer des anciens combattants, la clause d'accès à vie. Avec mon nom dessus. Mes clés d'une porte qu'Étienne n'ouvrirait jamais. À 9h55, j'ai poussé la porte vitrée du bureau de Maître Leclerc. La réceptionniste a levé les yeux, a souri et a dit « Madame Duval, salle de conférence B. » Ils sont déjà là. Déjà là. Bien sûr qu'ils l'étaient. Les gens peu sur d'eux arrivent en avance. Les invités non désirés arrivent en colère. À l'intérieur, la pièce sentait le produit à polir au citron et le papier. Maître Leclerc était assis en bout de table, une pile de documents bien rangés, alignés précisément sur le bord de la table. En face de lui, Étienne, la mâchoire serrée. Mélanie, les bras croisés, les yeux cerclés de rouge par le manque de sommeil. Gérard et Patricia, côte à côte sur le banc contre le mur, habillés comme s'ils pensaient que la dignité pouvait être repassée dans le tissu. « Bonjour », ai-je dit. J'ai pris ma place à côté de Maître Leclerc et j'ai joint les mains. Étienne ne s'est pas donné la peine de saluer. Nous sommes ici pour régler ça maintenant. Maître Leclerc a levé une paume. Vous êtes ici pour être informé. Ce n'est pas une négociation. Le mot les a frappés comme une porte qui ne céderait pas. Mélanie a eu un petit rire sans humour. On verra bien. Maître Leclerc a fait glisser une seule page imprimée à mi-chemin de la table. L'index du cadastre. Vous pouvez commencer par regarder ceci. Villa du Lac Clair, propriétaire enregistré, foyer des anciens combattants. En date d'hier à 10h03. L'acte de donation, l'affidavit de conformité et les documents de transfert de droit sont complets, et en termes juridiques, irrévocables. Un silence pesant s'est installé. Étienne a cligné des yeux le premier. Irrévocable. Les gens annulent des choses tout le temps. Pas ceci, a dit Maître Leclerc. Irrévocable signifie ce que vous espérez qu'il ne signifie pas. Mélanie s'est penchée en avant, son doigt manucuré tapotant le papier. On ne peut pas simplement donner un bien de famille. Il est mon mari. Nous avons un droit familial. Non, vous ne l'avez pas, a dit Maître Leclerc calmement. La loi est claire pour les donations, surtout après la retraite lorsque le bien est titré uniquement au nom du donateur et que le transfert répond aux normes de cession à but non lucratif. Votre droit familial n'existe que dans votre langage, pas dans nos statuts. Gérard s'est éclairci la gorge, essayant d'utiliser la voix de la raison. Nous ne cherchons pas les ennuis. Nous avons simplement besoin d'un endroit où vivre. Nous pensions. Vous pensiez que vous pouviez vous installer dans une maison qui n'était pas la vôtre ? Ai-je dit.
Et vous m'avez dit de quitter ma propre terrasse pour que cela se produise. Patricia s'est penchée en avant, les deux mains à plat sur la table, ses perles tremblant à son cou. Après tout ce que notre fille a fait pour votre fils. Elle s'est arrêtée, réalisant peut-être qu'elle parlait dans une pièce qui ne récompensait pas le sentimentalisme. Maître Leclerc a brandi un autre document. Il y a aussi ceci. Une mise en demeure de ne pas pénétrer sur la propriété et de cesser tout harcèlement au nom de Madame Duval et du foyer des anciens combattants. Si l'un de vous pénètre sur les lieux au lac Clair sans l'invitation écrite expresse de Madame Duval, en tant que détentrice de l'accès à vie, vous serez en violation de propriété criminelle. Si vous continuez les appels, les SMS ou la pression illégale, nous engagerons des poursuites. Étienne a ricané. Accès à vie. Donc, elle l'a donné et l'a gardé. Elle a fait don de la propriété, a dit Maître Leclerc, et a réservé un privilège d'accès de donateur pour un usage personnel à la discrétion de l'association. C'est parfaitement légal. Elle peut y séjourner chaque fois que la villa n'est pas réservée pour les programmes. Vous, cependant, n'avez aucun droit de mettre un pied à l'intérieur. La bouche d'Étienne s'est ouverte et fermée. Alors, elle gagne, a-t-il dit finalement, amèrement. C'est ça la grande performance ? Nous traîner ici pour la regarder gagner ? Ses yeux se sont tournés vers moi. Tu préfères la donner à des étrangers plutôt qu'à ton fils. Je préfère la donner à des gens qui comprennent ce qu'est un foyer, ai-je dit. Ce n'est pas un levier. Ce n'est pas un tribut. Et ce n'est pas un outil de punition pour une mère en deuil. Un filet rouge a grimpé le long du cou de Mélanie. Ce n'est pas fini. Nous dirons aux gens ce qu'il nous a fait. Nous leur parlerons de là. Elle s'est arrêtée sur le mot « maison », comme si le souvenir de cette nuit pouvait encore lui serrer la gorge. Maître Leclerc n'a pas scié. Dites-leur tout ce que vous voulez. Les archives publiques leur diront autre chose. Au sujet d'une donatrice qui a donné une propriété au bord d'un lac à des anciens combattants pour des retraites de guérison. Des journalistes ont appelé ce matin. Vous avez peut-être remarqué les photos. Étienne a jeté un regard à Mélanie. Alors voilà. Ils avaient vu les publications, les commentaires, les petits cœurs bleus qui ne se posent jamais sur les gens que vous voudriez. La voix de Patricia, petite maintenant, a touché l'air. Nous ne voulions pas faire de mal. Nous pensions seulement. Nous pensions que c'était logique. Elle est seule. Elle ne l'utilise même pas. Je l'ai regardée sans colère. J'ai pensé à Charles, à la façon dont il redressait un couvert avec deux doigts, doux et intransigeant à la fois. Je l'utilise, ai-je dit. Je l'utilise pour me souvenir de mon mari. Je l'utilise pour m'asseoir avec l'eau et mon silence. Et même si je ne l'utilisais pas du tout, cela n'en ferait toujours pas la vôtre. Maître Leclerc a pris le dernier jeu de papier et les a étalés face visible pour leurs yeux. Pour éviter toute confusion supplémentaire, voici des copies certifiées de l'acte de donation et de la lettre d'intention de donation. Voici l'avis enregistré d'accès du donateur pour Madame Duval. Et voici des lettres adressées à chacun de vous pour officialiser l'avertissement d'aujourd'hui. Étienne a fixé les pages comme si elles étaient écrites dans une langue qu'il n'avait pas étudiée. Tu avais prévu ça. Pas au début, ai-je dit. Mais au moment où tu m'as dit que je n'étais pas autorisée dans ma propre maison, tu m'as appris comment cela allait se terminer. Il a repoussé sa chaise si vite que les pieds ont grincé. Tu as détruit notre famille. J'impose une limite, ai-je dit. Une famille survit aux limites. Elle meurt en leur absence. Gérard s'est levé, les deux paumes en l'air dans un geste que j'avais vu un jour un contremaître utiliser pour implorer la clémence d'une tempête. Pouvons-nous au moins discuter d'un temps de transition, pour organiser autre chose ? Maître Leclerc a fait glisser une fine enveloppe blanche sur la table vers lui. Un chèque de Madame Duval au foyer des anciens combattants à votre nom, Gérard et Patricia, destiné à des bons d'aide à la réinstallation. L'association vous le restituera sous forme de crédit de service auprès de leur organisation partenaire de logement. Cela n'achètera pas une vue sur le lac. Cela achètera du temps. Patricia a regardé l'enveloppe comme si elle pouvait mordre. Nous ne voulons pas de sa charité. J'ai croisé son regard. Vous vouliez ma charité au lac. La voix de Mélanie a essayé de retrouver son registre confiant et n'y est pas tout à fait parvenue. Avons-nous terminé ? Oui, a dit Maître Leclerc. Sauf si vous souhaitez une copie de la loi qui explique irrévocable une fois de plus. Étienne a tressailli comme si le mot l'avait frappé entre les yeux. Puis il s'est tourné vers la porte, la main sur la poignée, et s'est arrêté.
Il n'a pas regardé en arrière quand il a parlé. Tu sais ce qui est le pire? Je n'arrête pas d'entendre la voix de papa me dire d'être meilleur que ça. Et je n'arrêtais pas de penser que cette voix deviendrait plus faible si je forçais assez. Il a dégluti. Elle ne l'est pas devenue. La porte s'est ouverte et s'est refermée. Ils sont sortis en une file qui n'était plus une famille. Juste 4 personnes liées par une perte commune et un plan raté. Quand la pièce fut vide, Maître Leclerc a rassemblé les papiers avec la même précision soignée qu'il les avait disposés. Vous avez exécuté cela à la perfection, a-t-il dit. Des murs de papier, ai-je répondu. Ils ont l'air fins jusqu'à ce qu'on fonce dedans. Il a presque souri. Que allez-vous faire maintenant? Conduire, ai-je dit. Il y a un endroit que je n'ai pas visité correctement depuis des mois. La route vers le lac Clair était la même que d'habitude, à travers les garrigues, puis les pins, puis ce premier éclair d'eau qui pouvait encore me couper le souffle. Je me suis garé dans l'allée de gravier juste au moment où la lumière de l'après-midi transformait le lac en cuivre martelé. Sur la terrasse, une femme attendait, les cheveux rassemblés en un chignon bas, un porte-bloc à la main. Elle s'est avancée avec un sourire professionnel qui cachait quelque chose de plus chaleureux. Madame Duval, je suis Danielle Ortiz, directrice des programmes pour le foyer des anciens combattants. Nous nous sommes serrés la main. J'ai pensé que nous ferions une inauguration discrète, a-t-elle dit. Vous aurez votre temps ici, et quand nos bénéficiaires viendront, eh bien, ils auront le leur. À l'intérieur, la maison avait le calme d'un lieu entre 2 saisons. Plus de dents technologiques. Les projecteurs partis. Les haut-parleurs emballés et retournés à David avec un remerciement et une bouteille de bourbon qu'il prétendrait ne pas avoir mérité. L'air ne sentait que le bois, le savon et le dernier écho d'un combat qui ne se rejouerait plus ici. Daniel a parcouru les pièces avec moi, écoutant pendant que je lui racontais où Charles aimait lire, où la lumière du matin tombait en hiver, comment les tiroirs de la cuisine se coinçaient quand le baromètre chutait. Elle prenait des notes comme une intendante, pas une invitée. Nous amènerons un petit groupe le mois prochain, a-t-elle dit doucement. 5 couples pour commencer. De l'espace pour respirer, pour cesser de s'attendre au pire au moindre coup de téléphone. Bien, ai-je dit. C'est ce que fait cette maison. Nous étions debout à la fenêtre qui donnait sur le quai quand des pneus ont crissé sur le gravier à l'extérieur. Je n'avais pas besoin d'un flux de caméra pour connaître ce son. Vous attendez quelqu'un? A demandé Daniel. Non, ai-je dit. Mais je m'attendais à ça. On a frappé rapidement et assez fort pour faire trembler le pêne dormant. J'ai ouvert la porte uniquement parce que je l'ai choisi, pas parce que quelqu'un de l'autre côté en avait le droit. Étienne se tenait sur la terrasse, seul, la lumière du soleil blanchissant son visage jusqu'à le rendre presque jeune à nouveau. Tu as roulé vite, ai-je dit. Il a jeté un regard par-dessus mon épaule, embrassant du regard le salon vide, la même pièce qui avait bougé, chuchoté et l'avait fait fuir. C'est vrai, a-t-il demandé, à propos des anciens combattants. C'est vrai, ai-je dit. C'est fait. Il a baissé les yeux sur ses chaussures, puis les a levés vers moi. J'ai dit des choses horribles. En effet, ai-je acquiescé. Il a pris une inspiration comme s'il voulait s'excuser et ne pouvait pas organiser les mots. Mélanie. Il s'est arrêté. Nous pensions que si nous forcions assez, tu redeviendrais la femme que tu te souviens d'il y a 3 ans, ai-je dit. Celle qui confondait la gentillesse avec la reddition. Ses yeux ont vacillé. Il a fait un demi-pas en arrière. Est-ce que tu me détestes? Non, ai-je dit. Mais j'ai arrêté de te laisser me rabaisser. Il a dégluti, a hoché la tête, et pendant une seconde, j'ai vu le garçon qui laissait tomber une balle de baseball dans l'allée et me regardait pour dire que nous la trouverions ensemble si elle roulait sous la voiture. Qu'est-ce qui se passe maintenant? A-t-il demandé. Derrière moi, Daniel a toussé doucement. Un rappel que ce n'était plus notre maison. C'était maintenant un lieu avec une mission plus grande que nous deux. Maintenant, ai-je dit, tu rentres chez toi. Tu réfléchis à ce que tu veux être, à part un privilégié. Puis un jour, si tu peux entrer dans une pièce sans chercher un avantage, tu m'appelles. D'ici là, j'ai fait un geste vers le lac. Cet endroit est occupé. Occupé, a-t-il répété, comme si le mot pouvait faire de la place en lui quelque part. Il a regardé par-dessus mon épaule une dernière fois, puis a secoué la tête à quelque chose en lui-même, s'est retourné et est retourné à sa voiture. J'ai regardé les feux arrière l'emporter sur le ruban de route. Daniel se tenait à côté de moi, dans le silence confortable de personnes qui comprennent que la victoire ne jette pas toujours des confettis. Ça va?
a-t-elle demandé. Mieux que ça. Je suis sortie sur la terrasse, j'ai laissé l'air me trouver. J'ai fini de m'excuser auprès des gens qui veulent ce qui est à moi. Elle a fermé son porte-bloc. Il y a encore une chose, a-t-elle dit. Notre conseil d'administration a approuvé une plaque pour l'entrée. Discrète. Juste une ligne, donnée en mémoire de Charles Duval. Puisse cette maison être une forme de guérison silencieuse. Seulement si vous l'approuvez. Je n'ai pas répondu tout de suite. Le lac bougeait comme une respiration. Les pins bruissaient et craquaient. Il aurait aimé ça, ai-je dit. Une forme de guérison silencieuse. Daniel a souri. Alors nous la poserons. Elle m'a laissé là. Le conseil d'administration des arbres en session au-dessus de ma tête. L'eau faisant ce que l'eau fait, retenant la lumière et la laissant partir. J'ai marché jusqu'au quai et me suis assise, les chaussures sur les planches chaudes. J'ai pensé aux limites et aux murs de papier, et à toutes les années que j'ai passées à penser que l'amour signifiait combler les vides d'un homme adulte avec une clé de maison. Le vent s'est levé et a effleuré l'eau. Il n'y avait plus de public maintenant. Pas besoin de performance. Juste une femme qui avait donné une chose pour garder la partie d'elle-même qu'il avait construite. Quand le soleil a glissé plus bas et que le froid est monté du lac, je me suis levée, je me suis retournée vers la maison et j'ai aperçu quelque chose dans la fenêtre. Juste le reflet d'une femme qui paraissait un peu plus âgée que 65 ans, et beaucoup plus stable que celle qui souriait autrefois en se faisant effacer. Mon téléphone a vibré quand j'ai atteint la terrasse. Un seul SMS d'Étienne. Je te contacterai quand je serai prêt à parler comme un fils. Je n'ai rien répondu. Certains messages reçoivent leur réponse par la vie que vous vivez, pas par les mots que vous envoyez. J'ai ouvert la porte avec ma clé, suis entrée dans une maison qui ne serait plus jamais utilisée comme un outil contre moi, et je l'ai refermée derrière moi avec un son qui n'était ni une victoire, ni une finalité. C'était quelque chose de mieux, irréversible. La première neige est arrivée plus tôt que prévu. Lyon avait son calendrier, des journées douces s'étirant jusqu'en décembre, mais au lac clair, les saisons n'attendaient pas les horaires de la ville. J'étais montée ce matin-là avec un thermos de café, une pile de vieilles photographies et aucun plan particulier. Le ciel était couleur d'étain et le lac, pour la première fois depuis l'été, avait cessé de prétendre être du verre et commençait à ressembler à de l'acier. Daniel avait laissé un mot sur le comptoir de la cuisine. 5 couples sont arrivés vendredi. 2 sont des familles endeuillées par la guerre. L'un est un père et son fils, tous 2 anciens combattants, essayant de se parler pour la première fois depuis des années. Elle avait signé d'un simple D avec un trait de soulignement en boucle, comme si même son écriture comprenait la retenue. Le silence dans la villa était différent maintenant. Avant, il avait été défensif, comme une maison retenant son souffle pour voir qui la revendiquerait ensuite. Maintenant, il était ouvert, les pièces respirant sans méfiance. Même le parquet en pin, qui avait l'habitude de gémir la nuit, semblait craquer avec une sorte d'acceptation. J'ai versé du café dans une tasse qui ne correspondait pas aux autres. Charles avait l'habitude de collectionner les tasses comme des souvenirs de lieux que nous n'avions pas visités. Celle-ci était ébréchée sur le bord, le genre que l'on garde non pas pour sa perfection, mais pour la façon dont votre main s'en souvient. J'ai marché jusqu'au quai, l'air se faisant plus vif à chaque pas. Le froid montait à travers les planches, pas désagréable, juste honnête. De l'autre côté du lac, un filet de fumée s'échappait d'une cheminée, pâle sur la pente des pins parsemés de neige. J'ai pensé à Étienne, à la façon dont il s'était tenu ici la dernière fois, cherchant sur mon visage quelque chose qu'il ne pouvait nommer. Cela faisait 6 semaines depuis la réunion dans le bureau de Maître Leclerc. Je n'avais pas eu de ces nouvelles au-delà de ce seul SMS. Je te contacterai quand je serai prêt à parler comme un fils. Je n'attendais pas de nouvelles. La maturité, c'est comme le dégel. Ça vient quand ça vient, et aucune quantité de regards fixés sur la glace ne la fera fondre plus vite. Pourtant, j'avais gardé mon téléphone allumé pendant ces voyages, non pas parce que j'attendais, mais parce que le silence aussi peut être une forme de conversation. Le crissement de pneus sur le gravier a brisé le calme. Je me suis retournée, m'attendant à moitié à voir Daniel, mais le camion était plus vieux, un Ford du début des années 2000, la peinture ternie par le soleil, mais se déplaçant toujours avec détermination. Il s'est arrêté à mi-chemin de l'allée. La portière s'est ouverte et un homme en est sorti. Ce n'était pas Étienne. L'homme était plus grand, plus large d'épaules, avec la posture lasse de quelqu'un peu habitué à entrer sur la propriété d'autrui sans invitation. Il portait une simple veste marron effilochée au poignet et ses cheveux étaient parsemés de gris précoce.
Vous êtes Madame Duval, a-t-il appelé. Oui, ai-je dit, restant sur le quai. Je suis René Torres. Mon unité a servi avec un homme nommé Daniel Price. Il a dit que cet endroit allait être pour nous, les gars comme nous. Vous êtes la donatrice. J'ai hoché la tête. Vous avez servi avec Price. 2 missions. Il m'a parlé du lac quand je l'ai croisé à un événement d'anciens combattants. Il a dit que c'était le seul endroit où il avait été depuis des années, où il pouvait respirer sans avoir l'impression que les murs se refermaient sur lui. La voix de René n'était pas sentimentale. Elle était factuelle, comme s'il rapportait des coordonnées. J'ai pensé que je viendrais le voir par moi-même avant que les autres n'arrivent. J'ai fait un geste vers le quai. Vous le voyez. Il a marché sur les planches, ses bottes résonnant doucement. Il ne m'a pas regardé tout de suite, il a juste fixé l'eau. Vous avez déjà remarqué comment l'eau calme peut vous jouer des tours? Elle vous fait croire que vous pouvez marcher dessus en toute sécurité, alors que ce n'est pas le cas. Puis, clac, vous êtes dessous. J'ai remarqué, ai-je dit. Il a hoché la tête. Je suppose que c'est pour ça que cet endroit fonctionne. Vous pouvez vous tenir ici et savoir que c'est profond, et pourtant, vous êtes en sécurité. Nous sommes restés sans parler pendant un moment. Un couple de canards a tracé un lancillage de l'autre côté, se dirigeant vers les roseaux. Vous avez perdu quelqu'un ici? A finalement demandé René. Pas ici, ai-je dit. Mais cet endroit était le sien. Et après son départ, des gens que je croyais miens ont essayé de se l'approprier. Il n'a pas demandé de détails. Les hommes de combat le font rarement. Eh bien, a-t-il dit, maintenant, c'est le nôtre et nous ne le gaspillerons pas. Quand il est parti, le bruit du gravier s'est estompé rapidement, comme si le lac l'avait avalé. Je suis retourné à l'intérieur, j'ai posé la tasse dans l'évier et je me suis retrouvé à regarder la porte d'entrée plus longtemps que nécessaire. En fin d'après-midi, la neige avait commencé à tomber. J'ai allumé la cheminée, non pas pour la chaleur, mais parce que la lumière d'hiver appartient au feu, comme la lumière d'été appartient à l'eau. C'est alors que le deuxième jeu de pneus est arrivé. Cette fois, j'ai reconnu le son avant que le moteur ne se coupe. Le SUV plus récent d'Étienne, tournant au ralenti juste assez longtemps pour que je pense qu'il pourrait repartir avant de sortir. Mais il ne l'a pas fait. Il a monté lentement les marches de la terrasse, les mains dans les poches de son manteau, les yeux fixés sur le grain du bois comme si cela pouvait lui donner du courage. J'ai apporté du café, a-t-il dit, soulevant un porte-gobelet en carton avec 2 tasses. Je ne sais pas si tu en bois encore aussi tard. Ça dépend de la compagnie, ai-je dit. Nous nous sommes assis dans le salon, le feu donnant à l'air une pulsation basse. Il ne s'est pas précipité pour s'excuser. Étrangement, cela ressemblait à du respect. J'ai réfléchi, a-t-il commencé, à ce que tu as dit. Sur les limites, sur les familles qui y survivent ou qui meurent sans elles. J'ai attendu. J'ai dit à Mélanie que j'avais besoin d'espace. Elle a dit que l'espace n'est qu'un autre mot pour partir. Alors je suppose que je suis parti. Je suis dans une location. Dans ma tête, je lui ai rendu le lac une 12aine de fois. Ça n'en fait toujours pas le mien. Il a regardé le feu comme s'il pouvait lui donner le reste de sa phrase. Je suis venu aujourd'hui parce que je ne veux pas être le gars qui n'appelle que quand il a besoin de quelque chose. Et je ne veux pas que tu penses que je suis ici pour défaire ce que tu as fait. Ce n'est pas le cas. Le feu a crépité, un petit son et une grande pause. Je suis désolé, a-t-il dit, pour la façon dont je t'ai parlé. Pour avoir pensé que la voix de papa était censée s'estomper. Elle est plus forte maintenant, et j'essaie d'écouter. Je ne me suis pas précipité pour répondre. Les excuses sont comme des graines. On ne les arrache pas du sol pour voir si elles poussent. Au lieu de cela, j'ai versé le café dans 2 des vieilles tasses de Charles, j'en ai posé une devant lui. Si tu veux revenir ici un jour, quand ce n'est pas plein, parle à Daniel. C'est son emploi du temps maintenant. Son front s'est légèrement plissé devant la formalité, mais il a hoché la tête. C'est juste. Nous avons parlé pendant encore une demi-heure, de travail, du chauffe-eau pourri de sa location, de rien qui pourrait être utilisé comme une arme plus tard. Puis il s'est levé à la porte. Il a dit, « Tu as meilleure mine que la dernière fois que je t'ai vu. » Je vais mieux, ai-je dit. Il est parti sans une poignée de main, sans une promesse d'appeler, et c'était bien comme ça. Certains ponts n'ont pas besoin de fanfares pour tenir debout. Ils ont juste besoin d'arrêter de brûler. La neige est tombée plus fort cette nuit-là, tapotant contre les fenêtres comme de petits rappels. Je suis resté 2 jours de plus,
assez longtemps pour voir arriver le premier groupe d'anciens combattants. Daniel les a accueillis dans l'allée. Pas de discours, juste des poignées de main et un accueil qui n'avait pas besoin de plus de mots. Depuis le quai, je les ai regardés faire le tour du périmètre, les épaules se détendant, les bottes crissant sur la fine croûte de neige. Un homme est resté longtemps au bord de l'eau, comme René l'avait fait. Je n'ai pas interrompu. Plus tard, quand le feu fut allumé et que des rires ont commencé dans la pièce principale, bas d'abord, puis plus fort, j'ai réalisé quelque chose. La villa ne m'appartenait plus. Pas de la manière dont elle l'avait fait autrefois. Et c'était le but. J'ai fermé la maison cette nuit-là, sachant qu'Étienne pourrait revenir un jour, ou qu'il ne le pourrait pas. Les deux issues pouvaient coexister dans le même hiver sans se déchirer. Quand je suis finalement retourné à Lyon, le lac s'est éloigné dans le rétroviseur, argenté sous le soleil du matin. Certains endroits, vous les gardez, certains endroits, vous les donnez, et certains endroits, si vous avez de la chance, vous enseignent la différence.